Eh bien, allons-y. C'est parti. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, comme on a commencé de toute façon à en parler, le thème, c'est la raison d'être en première étape et la société à mission comme étape suivante. Alors, on va poser un petit peu le contexte, faire quelques rappels sur la loi Pacte, essayer de donner ce qui, selon nous, constitue les bénéfices d'une démarche en la matière. Quelques exemples intéressants, la méthodologie que nous proposons, sur laquelle nous avons travaillé ensemble, Guillaume et moi, comment devenir société à mission ensuite, très rapidement nos références et quelques ressources sur le sujet. Et donc, pour entamer sur le contexte, je te repasse la parole, Guillaume. Oui, donc encore un grand merci pour votre participation. Alors, on va faire d'abord un petit tour du côté de la RSE en elle-même, puisque les travaux sur la raison d'être ont trouvé leur origine dans la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un sujet qui maintenant rentre dans les mœurs depuis quelques années. Rappelons ce qu'est la RSE. La responsabilité sociétale des entreprises, elle vise avant tout à l'intégration par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités, avec une attention toute particulière sur les relations avec les parties prenantes. Alors, il faut savoir que la RSE, elle est obligatoire pour certaines sociétés, notamment celles qui sont cotées, et d'une manière générale, celles qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploient plus de 500 salariés. Alors, si la RSE mesure l'impact des activités de l'entreprise sur son environnement et qu'elle ne cherche pas à découvrir, à explorer plus que ça sa raison d'être, on constate déjà que s'inscrire dans une démarche RSE est nécessairement bénéfique, puisqu'on constate que les entreprises qui s'engagent dans cette démarche sont en moyenne 13% plus performantes que les autres, que celles qui ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là. Donc, partant de ce constat, la loi Pacte a été votée il y a maintenant 2 ans, le 22 mai 2019. Et cette loi Pacte, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut aller encore plus loin. Elle veut donner l'obligation à toutes les entreprises de France et de Navarre de s'inscrire dans une démarche RSE et sans imposer les critères très contraignants qui sont imposés aux entreprises du CAC 40. Mais elle dit en un mot, elle dit dans toutes les entreprises doivent prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Alors même si cette obligation nouvelle introduit plus un risque d'opposabilité sur des décisions prises par une société plutôt qu'un risque juridique direct, par exemple le reporting extra-financier n'est pas obligatoire, c'est un signal fort de volonté d'embarquer le maximum d'acteurs dans cette démarche. Donc, premier signal, donc premier constat, les entreprises qui font le RSE sont plus performantes que les autres, que celles qui n'en font pas. Et deuxième remarque, qui est un engagement, la loi Pacte, notamment à travers l'article 1833, dit, ben voilà, prendre en compte les enjeux environnementaux est une obligation pour toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique. Alors, on va revenir sur la mission. Donc, on voit ce qu'est la RSE, l'obligation de tenir compte dans nos activités. Et la mission, évidemment, ce n'est pas un concept nouveau. On a tous ceux qui créent leur entreprise sentent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont appelés à faire quelque chose dans la société. Bien sûr, c'est pour gagner sa vie, mais pour apporter quelque chose de plus à la société. La compréhension partagée de sa nécessité dans le monde économique, en revanche, ça émerge depuis assez peu. On retrouve chez Peter Drucker, qui est un consultant américain en management d'entreprise, on retrouve cette phrase là où il nous dit que là où il n'y a pas de là on retrouve là où il n'y a pas de mission, de réflexion suffisante sur la mission d'entreprise, on retrouve de la frustration et de l'échec. Donc on pourrait mettre un curseur avec Peter Drucker en 1973 qui nous a interrogés sur la nécessité d'une mission en entreprise. Alors, pour aller dans cette direction-là, l'État est allé encore plus loin.
l'État a mis en place l'article 1835, toujours dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, en disant que cet article il précise notamment que chaque société peut préciser dans ses statuts une raison d'être, constituée, je cite, des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, on a vu, première étape, j'ai une obligation de tenir compte des impacts sur la société, sur l'environnement de mes actions. Eh bien, on m'invite à aller plus loin. C'est un article qui est facultatif et qui me donne la possibilité d'écrire une raison d'être et de l'inscrire dans mes statuts, de le mettre dans l'ADN de ces statuts. Et pour celles qui ont franchi ce niveau d'engagement, qui est complètement volontaire, eh l'article 210-10 du Code du commerce permet d'aller à un troisième niveau d'engagement qui va dire, ben voilà, vous vous êtes écrit une raison d'être, et bien vous allez vous écrire des objectifs associés et qui vont être pour vous une boussole, qui vont être un garde-fou. Et vous l'inscrivez toujours dans vos statuts. Et c'est à partir de là qu'on peut être reconnu comme une société à mission. Alors, pour comprendre comment devenir société à mission, le prérequis, c'est vraiment la conviction du dirigeant. Et Clarence va donc nous expliquer comment est-ce que nous, on conçoit la conviction du dirigeant et les bénéfices que ça apporte dans une telle démarche. Merci Guillaume. Donc pourquoi, quelle bonne raison ai-je de vouloir explorer, revisiter, construire une raison d'être? Qu'est-ce qui manquerait au monde si mon entreprise n'existait pas? Bien entendu, ses produits ou services, de la création de richesse, mais pas uniquement. On parle en fait de valeur ajoutée globale. Lors d'un match sportif, par exemple, le public il va espérer la victoire de son équipe au compteur, mais pas seulement. En temps de crise, la raison d'être, nous croyons en tout cas avec Guillaume que c'est une réponse potentielle aux risques psychosociaux, car c'est une démarche qui va détourner l'esprit de l'anxiété vers de la réflexion. Et dans toute notre réflexion, il y a bien entendu le cercle d'or dont vous avez peut-être entendu parler de Simon Sinek. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? C'est la question centrale. Généralement, on se pose la question du what, à la rigueur du comment, qui est une question importante. Et remonter à ce pourquoi et même le placer comme question centrale, ça va permettre de donner du sens. À côté de l'administration publique, de l'économie de marché, de l'économie sociale et solidaire, il est en train d'émerger ce modèle responsable, socialement et économiquement prospère. Cette économie responsable, elle va conserver les mêmes ambitions économiques que l'économie de marché. On n'est pas là du tout pour aller lutter contre l'économie de marché, en tout cas dans notre approche, mais on va injecter une place prépondérante au sens donné aux actions et à cette réflexion globale sur les impacts, les externalités positives et négatives d'une entreprise. Autre phénomène intéressant, c'est quand on donne du sens, c'est qu'on va permettre de lutter contre cette impression qu'on tellement d'exécutants, 28% des dirigeants, ça paraît déjà énorme, mais 46% des exécutants de nos partenaires du DIAG ont déclaré avoir parfois l'impression que leur travail ne servait à rien. Ce sont des chiffres extrêmement troublants et problématiques. Autre bénéfice d'une démarche sur la raison d'être, c'est la confiance. En gagnant en cohérence, petit à petit, on peut réussir à regagner la confiance de ses salariés et aussi des parties prenantes externes qui peuvent éventuellement l'avoir perdu. Bénéfices classiques, le turnover, l'absentéisme, qui sont des fléaux contre lesquels on va lutter en donnant du sens. Et un des points les plus importants, la raison d'être, c'est une identité permanente. Ce n'est pas une stratégie temporelle définie dans le temps. Ce n'est pas la synthèse des valeurs individuelles, c'est plus leur symbiose. Et travailler sur cet alignement, c'est devenu absolument
indispensable pour les sociétés, quelle que soit leur taille, et d'autant plus quand elles grandissent, parce que c'est le moment où une simple parole dans une filiale peut avoir un impact déstabilisateur sur l'intégralité de la marque ou du groupe dont la marque fait partie. Vous connaissez peut-être cette couverture d'Astérix. Eh bien, le combat des chefs, voire des petits chefs, c'est une réalité qu'on a pu peut-être connaître dans les grandes entreprises dans lesquelles on a travaillé avec Guillaume dans le passé. Donc, en donnant cette opportunité de dialogue, en co-construisant cette raison d'être, on va réduire petit à petit potentiellement les litiges et pouvoir lutter plus efficacement contre ces petits chefs qui ont peur de perdre le pouvoir en partageant l'information. La motivation, l'attractivité. Rares sont les salariés qui ont choisi par conviction leur entreprise dès le départ. Ils ont appris à aimer les services, les produits, en leur donnant du sens. Et bien, le travail sur l'identité, sur la raison d'être en particulier, ça va être un moment fort de dialogue, de rencontre entre le management, ses équipes, et ça va permettre de valoriser tous les talents d'une entreprise. Enfin, on constate trop souvent une remontée d'informations limitée, bridée, à l'image de cet iceberg qui nous montre la quantité de problèmes masqués, non pris en compte par le management et qui crée justement cette sensation de décalage et de manque d'alignement dont on parlait un peu plus tôt. Dans les autres bénéfices, bien sûr, il y a l'engagement, la productivité, parce que si la RSE permet de canaliser des activités, la raison d'être va les sublimer. Elle va forcément créer une gouvernance plus inclusive, elle va favoriser la remontée d'informations, la suggestion de plans d'action plus innovants, plus fédérateurs, grâce à cet engagement plus important des salariés. Et puis, soyons prosaïques pour finir ce petit panel de bénéfices. Il n'y a pas de honte à vouloir avoir de meilleurs résultats. Et la plupart des auteurs, notamment américains, qui ont étudié ces sujets de mission, de vision, de raison d'être, arrivent tous à la même conclusion, même si les chiffres sont parfois différents. Mais dans tous les cas, on crée plus de valeur. Grâce aux valeurs sociétales, grâce aux valeurs traditionnelles, grâce aux valeurs d'une entreprise, on va créer plus de valeur, y compris de la valeur financière. Et je laisse à nouveau la parole à Guillaume. Merci beaucoup, Clarence. Donc voilà, plein de bonnes raisons pour s'engager dans cette démarche. Et c'est vrai que le socle de la société à mission, c'est vraiment de trouver cette raison d'être. La raison d'être, on la soit déjà découverte ou on la pressent, mais on a envie de la formaliser. La raison d'être, elle est forcément en nous. Et quelque part, on doit la coucher pour la partager, la faire vivre à travers nos activités et notre engagement. La raison d'être, elle est vraiment là pour répondre à toutes ces attentes que Clarence vient d'énumérer. Et ça y répond notamment en exprimant la finalité de l'organisation, comme l'a expliqué Simon Sinek, le cercle d'or. La raison d'être, elle ne doit pas être un syncrétisme entre qualité de vie exigée par les uns et rentabilité attendue par les autres. On ne veut pas opposer une rentabilité nécessaire ou voulue par une entreprise et des revendications de salariés. On n'est pas là pour mettre d'accord les gens sur des choses du quotidien. On a bien compris que ça allait au-delà. Il s'agit d'une rencontre entre attentes multiples. Et cette quête de sens, elle doit être toujours arrimée à de la lucidité et de l'authenticité. La lucidité par rapport à une réalité et de l'authenticité parce que c'est vraiment vers ce quoi tous les entrepreneurs, les salariés veulent aspirer. À ce titre, on pourrait dire que la raison d'être, c'est un fluidificateur et un accélérateur de projets. La raison d'être, en un mot, c'est une expression de l'utilité sociétale de l'entreprise. Elle rappelle par ses fondamentaux et elle représente un garde-fou dans ses activités. Clarence, on a quelques exemples à nous donner de raisons d'être qu'on a relevées intéressantes dans la bibliothèque et puis aussi d'entreprises qu'on a pu accompagner. Et forcément, on trouve leur raison d'être pertinente.
Donc pour parler de quelques exemples, et si vous voulez aller en chercher d'autres, pour commencer, on voulait vous inviter à aller soit sur le site de l'Observatoire des sociétés à mission, soit sur sociétéamission.com. Il y a un autre site que vous connaissez peut-être moins, mais qui est bien réalisé, avec un grand panel de raisons d'être de sociétés à mission et qui cherche à comptabiliser petit à petit le nombre de salariés concernés qui est en extension, en croissance constante ces derniers mois. Donc, pour entamer les raisons d'être dont on voulait vous parler, quelques-unes qui nous semblent fortes et pertinentes, on a cette start-up marseillaise, pourquoi pas moi, spécialisée dans la diffusion de blogs sur le développement personnel. Et donc, pourquoi pas moi, sa raison d'être est permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, leur donner les clés pour passer à l'action et retrouver du sens dans leur vie. Voilà, on a jugé cette raison d'être intéressante. On a aussi celle du petit pouce sur laquelle on a travaillé. On a travaillé à la fois les valeurs pour leur adjoindre des principes d'action, les rendre parlantes à la fois pour les parties prenantes en interne et en externe, et une raison d'être qui s'est imposée comme une évidence au fur et à mesure du travail avec les cofondatrices du Petit Pouce, rendre encore plus fort les liens qui unissent les familles. C'est vraiment la mission profonde de cette marque, qui fait des malles de souvenirs qui permettent de garder les souvenirs de son bébé, ses premières dents, ce genre de choses. Et voilà, dans cette mission, dans tous les produits, on va retrouver cette mission de rendre encore plus fort les liens familiaux. Autre raison d'être qui nous semble pertinente et intéressante, celle de la Maïf, une raison d'être assez connue, mais dans laquelle est très très forte l'idée d'attention sincère portée à l'autre et au monde, afin d'atteindre un mieux commun. J'ai eu la chance d'interviewer pour l'émission Purpose Info Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf, et ça transparaît dans ce personnage. Il est important que les dirigeants soient le reflet d'une raison d'être, sinon ça va être un objet de moquerie plutôt qu'autre chose. Et donc là, avec Pascal Demurger, je crois que si vous le connaissez, si vous avez vu ses interviews, vous devez comprendre ce dont je veux parler. C'est quelqu'un vraiment, cette attention sincère, on la sent chez lui, et c'est vraiment important, cette authenticité. Autre exemple, ou peut-être un contre-exemple. Alors comme ça, la raison d'être d'Orange, elle est intéressante, elle a du sens. L'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Cependant, quand on interroge les représentants du personnel, notamment d'Orange, sur comment l'exercice s'est passé, parce que dans les médias, on en a beaucoup entendu parler à l'époque, en 2019, c'était une grande messe médiatique pour expliquer comment la co-construction avec toutes les parties prenantes avait réussi à donner ce merveilleux résultat. Et par contre, la réalité interne est un petit peu moins reluisante. Vu que chez Orange, l'exercice a été relativement cloisonné et que la raison d'être qui a été le résultat de l'exercice, en fait, ce qui avait été prévu par la direction de la RSE 2 ans avant le début de l'exercice. En tout cas, c'est ce que nous ont expliqué un des représentants du personnel. Il a été interviewé aussi dans l'émission Purpose Info. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Enfin, l'exemple clé en France, parce que c'est la seule entreprise du CAC 40 qui est à la fois une raison d'être, mais depuis 2005 déjà, et soit devenue société à mission, Danone, malgré les petits soucis de gouvernance auxquels ils ont été confrontés, on est persuadé que ça reste une référence, au moins pour les grandes entreprises, avec cette raison d'être, d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. On va maintenant
rentrer dans la méthodologie pour formaliser une raison d'être. Alors, il y a eu des mois et des mois de travail pour aboutir à cette méthodologie. Ce sont des étapes fondamentales, structurantes. La raison d'être de votre entreprise, elle doit durer dans le temps, au-delà des crises, au-delà des changements stratégiques, voire des changements de métier. À titre de comparaison, vos valeurs personnelles, elles peuvent s'enrichir avec de l'expérience, mais elles vont rester les mêmes, quelle que soit votre profession ou l'entreprise qui vous emploie. Toute entreprise a une raison d'être, rêvée ou acquise, mais l'exprimer, la formaliser, c'est un exercice de réflexion collective et c'est un vrai engagement dans lequel on ne peut que vous engager à vous engager. Donc, les 3 modules que nous vous proposons vont vous permettre de définir votre identité rêvée, de le confronter à la réalité, l'image réelle, au cours d'enquêtes, avant de mettre en place les éléments de suivi, les KPIs et les objectifs éventuellement qui vous permettront d'aller vers la société à mission dont Guillaume nous parlera ensuite. Donc, brièvement, pour rentrer dans le détail, sur le module diagnostic, on commence par faire un audit, un état des lieux de la façon dont vous communiquez sur ces sujets d'identité. Je prends un exemple pour vous expliquer pourquoi c'est important de faire cet audit, cet état des lieux. Sur ce site internet, vous avez en haut à gauche les valeurs fondatrices sur la partie corporate, croire en un avenir prospère, oser entreprendre, agir stratégiquement. Et un peu plus loin, sur la marque employeur, dans la partie ressources humaines, ils cherchent à attirer et ils expliquent que les valeurs du groupe, c'est la simplicité, l'humilité dans la relation de travail et la proximité avec le client. Quand on parlait d'alignement tout à l'heure, je crois vraiment que c'est un bon exemple et c'est un exemple qu'on retrouve dans un nombre incroyable d'entreprises quand on fait le travail sérieusement. Et forcément, s'il y a des valeurs qui ne sont pas alignées les unes avec les autres, on a un petit problème et on a l'impression qu'on n'a que du vent, que du marketing, que de la communication et encore pas forcément la meilleure des communications. Donc, une fois qu'on a fait cet audit, on va réviser éventuellement le cahier des charges de la mission et surtout, on va constituer une instance de pilotage pour essayer d'impliquer les différentes directions opérationnelles, fonctionnelles, des représentants du personnel dans l'exercice pour avoir une véritable co-construction. Par exemple, il faudra essayer de comprendre avec des représentants de la DRH la marque employeur, les valeurs de l'entreprise, avec des représentants de la direction commerciale, la maturité de la relation avec les parties prenantes, avec la direction marketing et communication, le brand purpose, l'image de marque, les valeurs corporate. La direction juridique va nous permettre d'avoir accès à l'objet social de l'entreprise. La direction du développement durable, on va forcément parler de stratégie RSE. C'est une des directions centrales dans tout cet exercice. Et les directions techniques et opérationnelles sont elles aussi centrales et souvent un petit peu minorées dans cet exercice. Nous, on veut vraiment les mettre au cœur parce que pour que ça ait du sens pour le cœur d'activité de l'entreprise, il faut que les directions opérationnelles soient impliquées. On a un intérêt aussi à avoir la culture numérique, à comprendre la culture numérique avec la DSI. Donc ça, c'est le modèle pour une grande entreprise. Ça s'applique bien entendu différemment quand on travaille avec des startups. On travaille avec des plus petites entreprises. On a gagné quelques contrats récemment avec des startups. C'est forcément pas à la même échelle. Mais on veut montrer que la méthodologie, elle a demandé beaucoup de travail, mais elle s'applique à toutes les tailles d'entreprise. Et donc voilà, pour finir, on va chercher à comprendre l'histoire, la vision, la stratégie avec la direction générale. Et il faut qu'on ait en relief le vécu terrain grâce aux représentants du personnel. Donc pour achever le module de diagnostic, on a un rapport de fin de module qui nous donne cette identité rêvée, qui donne des recommandations stratégiques. Et on peut ensuite démarrer le second module, celui d'enquête. Alors, 4 enquêtes, 2 en interne, 2 en externe, du quantitatif, du qualitatif, qui permettent d'avoir un vrai retour
et de s'assurer qu'on n'est pas dans un exercice marketing, justement. On a vraiment à cœur de donner, plutôt que la co-construction dont tout le monde se vante classique, on a vraiment à cœur de donner la parole aux principaux intéressés, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les clients, pour qu'ils disent si on est allé dans la bonne direction ou si on s'est un petit peu trompé, auquel cas il faut reprendre la copie et retravailler pour avoir vraiment un alignement parfait et une compréhension de cette raison d'être. Enfin, dernier module, peut-être le plus important, celui qui va assurer la pérennité et que ce ne soit pas une jolie brochure qu'on range dans un tiroir et qu'on ne va plus ressortir ensuite. Le module de mise en place, donc c'est celui qui va permettre de diffuser en interne les objectifs, de diffuser tout le résultat de ce travail, de faire comprendre les nouveaux KPIs qui ont été alignés avec la raison d'être et les objectifs associés. On va réviser aussi les engagements de l'entreprise et on finira sur d'autres recommandations pour aller plus loin et acquérir cette confiance, cette réputation si essentielle à la vie de l'entreprise. Et pour devenir société à mission, je repasse la parole à Guillaume. Et oui, donc après tout ce travail d'engagement qui part d'une conviction des dirigeants et qui va se diffuser dans l'ensemble des équipes et d'une manière générale des parties prenantes, on l'a vu, ce qui est important, c'est de sonder au niveau interne mais aussi au niveau externe. Et bien, là, on peut aller on peut commencer à inscrire cette mission dans l'ADN de l'entreprise. Alors, très concrètement, comment ça se passe? D'abord, un petit focus sur l'état de cette qualité de société à mission en France, qui sont les entreprises qui deviennent société à mission et quelle est la proportion d'entreprises qui sont passées à société à mission. Alors, on a un graphique qui nous montre que à fin 2019, quelques mois après le lancement de cette qualité de société à mission, il y avait 8 entreprises. En 31 décembre 2019, il y avait 8 entreprises qui étaient sociétés à mission. Et en 2020, en dépit ou grâce, je ne sais pas, de la crise sanitaire, on a 88 entreprises au 31 décembre 2020 qui sont devenues sociétés à mission. Ce chiffre, et on attend les dernières actualisations du gouvernement, mais on suppose qu'on est à peu près à fin mai à 170, 175 sociétés à mission en France. Ça, c'est le premier constat, c'est que la croissance du nombre de sociétés qui passent à cette qualité-là est exponentielle. Le constat le plus intéressant, c'est que 2/3 des sociétés à mission comptent moins de 50 salariés. 33% sont des micro-entreprises. Donc, ce n'est absolument pas, et loin de là, l'apanage des grosses structures. Les plus de 50 salariés, et quand on est à plus de 50 salariés, on n'est pas encore sur une méga structure, mais on constate que 70 à 80% des entreprises sont des entreprises qui sont à taille humaine. Deuxième constat, répartition géographique, donc on constate que c'est quand même, pour l'instant, plus de la moitié sont des entreprises qui sont dans le bassin parisien. On va faire un petit focus sur le sud-est où se situe Clarence. À fin décembre 2020, il y avait 2 sociétés qui étaient passées société à mission. Et dans le nord-est où je suis, il y en avait 1. Constat suivant, qui sont les acteurs de l'obtention de cette qualité de société à mission. Alors, on voit que dans 93% des cas, c'est parti de la vision du dirigeant. Donc, 93%, ça montre que s'il n'y a pas une conviction de dirigeant, s'il n'y a pas une application totale du dirigeant, la mission ne sera pas portée et elle n'aboutira pas. Alors, on voit dans les différents pourcentages suivants, bien sûr, qu'il y a un travail de l'équipe de direction générale, consultation des actionnaires, et bien sûr, c'est important parce que c'est comme la première partie prenante de la société. Il y a une construction et une co-création avec quelques salariés dans 58% des cas. Nous, notre méthode, elle implique que cette consultation représente 100% des cas. Et on voit
aussi que dans plus de la moitié des cas, il y a une co-création plus large auprès des salariés. Nous, je rappelle, c'est 100% dans nos dossiers, 100% de l'ensemble des salariés sont consultés. On voit également, ce qui est intéressant, c'est que dans 40% des cas, les parties prenantes externes ont été impliquées. Donc, comme l'a expliqué Clarence, nous, il y a une exploration auprès des parties prenantes externes dans 100% des cas. Il est important que l'entreprise connaisse l'image qu'elle a dans son environnement et les attentes de son environnement très proche. Alors, très concrètement, vous vous êtes construit une raison d'être. Vous avez défini des objectifs associés. Alors, les objectifs associés sont très importants parce que savoir où on va, c'est bien, montrer qu'on y va, c'est encore mieux. Et une fois que vous êtes construit ces objectifs, toujours selon la méthodologie qui a été expliquée par Clarence un peu plus tôt, et ben, à ce moment-là, vous pouvez inscrire ces objectifs et cette raison d'être dans vos statuts, après avoir bien sûr choisi un organisme tiers indépendant. Cette OTI va venir tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, selon la taille de votre entreprise, auditer votre démarche et valider si oui ou non, vous pouvez toujours conserver cette qualité de société à mission. Le seuil, il est moins de 50 salariés. Vous avez l'obligation d'un audit tous les 3 ans et vous avez aussi une obligation d'avoir un référent de mission. Si vous êtes à plus de 50 personnes dans votre société, c'est un comité de mission. Un comité de mission dans lequel on va retrouver forcément au moins un salarié, mais pas que. Vous pouvez avoir des fournisseurs, des clients, toute partie prenante qui a des connexions avec votre société. Mais on l'a vu, ce dispositif est d'abord fait pour les PME, puisqu'il y a la possibilité, quand il y a moins de 50 salariés, d'avoir un audit décalé à tous les 3 ans et d'avoir un référent de mission qui, lui, peut suivre seul la mission, bien sûr, en rendant compte à l'ensemble des parties prenantes régulièrement. Alors, ça y est, votre raison d'être est définie. Vous avez des objectifs associés. Vous avez votre référent de mission ou votre comité de mission. Votre mission est inscrite dans votre ADN, dans vos statuts. Votre CABIS est modifié, il tient compte. Il y a la mention de société de qualité, votre mention de qualité de société à mission dans vos statuts. Et bien, vous pouvez tout à fait en faire la publicité, en communiquer dessus et prendre à témoin l'ensemble de vos parties prenantes. Donc, cette raison d'être sera connue de l'ensemble de vos partenaires, non pas comme un slogan publicitaire. Un slogan publicitaire va communiquer sur un produit, sur un service. La raison d'être, elle va valoriser votre entreprise, expliquer votre engagement, dire pourquoi est-ce que vous existez. Clarence, quelques références sur cet accompagnement de qualité de société à mission? Pourquoi pas, mais je pense que la première, c'est à toi d'en parler. Oui, donc on accompagne des entreprises dans différentes activités, que ce soit l'industrie, les services. Etika Assurance est une société de courtage en assurance, et comme le nom l'indique, qui attache beaucoup d'importance aux valeurs d'engagement, à la parole donnée. Donc, c'est une société que nous accompagnons, sont en cours d'accompagnement pour l'obtention de la qualité de société à mission, une entreprise de 8 personnes. Et les dirigeants ont trouvé tout à fait légitime, et le personnel a tout de suite adhéré à ce qu'il y ait une démarche dans ce sens-là. Donc, c'est une entreprise que nous accompagnons et qui devrait être, normalement, selon notre planning, obtenir la qualité de société à mission en juillet. Autre exemple. Autre exemple, c'était le petit pouce, on en a parlé tout à l'heure. Ils n'ont pas souhaité aller aussi loin que la société à mission, mais par contre, voilà, on a travaillé sur la raison d'être et sur les valeurs pour retravailler toute leur identité. Autre exemple encore, on a travaillé sur toute l'identité de la marque Duquercy avec des valeurs extrêmement intéressantes sur le bonheur de l'agriculteur, l'excellence environnementale et la santé.
Cet exemple est important, Clarence, puisque certains clients n'ont pas souhaité aller jusqu'au bout, en tout cas dans l'immédiat, de l'obtention de la qualité de société à mission. Donc, se construire une raison d'être, se définir des objectifs, n'oblige pas forcément à aller jusqu'au bout, en tout cas tout de suite. On a des clients qui disent, nous, on va déjà commencer par se construire une raison d'être, des objectifs associés, des valeurs, et on se laisse encore un petit peu de temps pour que ce soit bien diffusé au sein de nos parties prenantes. Et à ce moment-là, on pourra passer à cette qualité de société à mission. Et donc, pour finir, avant d'ouvrir la parole à vos commentaires, réflexions, questions, quelques ressources si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, aller plus loin. Il y a le cours offert par l'ESSEC sur le Coursera, Raison d'être et entreprise à mission, qui est relativement intéressant. Vous pouvez trouver des informations. Il y a la page LinkedIn de 3Com et celle d'Autentis qui permettent d'avoir très régulièrement des informations sur ces sujets de société à mission, de raison d'être, d'engagement, de vision. Donc voilà, quasiment quotidiennement. Il y a l'émission dont je vous ai un tout petit peu parlé déjà, Purpose Info, qui a une petite sœur maintenant, Purpose Info Focus, qui permet de réunir tous les mois dans l'émission longue pendant 1 heure 2 experts, philosophes, économistes, chercheurs qui vont s'interroger sur les finalités de nos entreprises, et une émission plus courte d'1/4 d'heure, plus resserrée, qui permet d'avoir un témoignage sur comment ça se passe dans une entreprise concrètement. Alors, on a reçu la cofondatrice de Mec.org, on a eu la directrice de l'engagement sociétal de La Poste, le directeur de la RSE de Colas Rail, le cofondateur de la marque Bonne Gueule. Bref, beaucoup d'entretiens passionnants et d'autres à venir qui le seront tout autant. Voilà, je vais couper le partage d'écran. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à remettre votre micro, votre caméra. On sera heureux de répondre à vos questions éventuelles ou surtout d'échanger, de dialoguer, puisqu'on a des gens qui sont déjà très impliqués dans la salle. N'hésitez pas à témoigner. Oui, je voulais proposer, ce qui n'empêche pas ceux qui veulent poser des questions de lever le doigt, mais oui, ça y est, on voit Julie là maintenant. Vous pouvez laisser votre vidéo. On a commencé à partager juste en début de webinaire. C'est un peu intéressant de revenir vers vous parce que des choses intéressantes à dire. Vous êtes une société à mission dans le domaine de l'assurance. Exactement. En effet, on est courtier surtout sur la santé, on va dire, destiné aux entreprises. Alors moi, je fais partie du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, et on est très impliqué maintenant depuis quelques années dans l'entreprise à mission. D'ailleurs, il y a une personne de chez vous qui est venue faire une interview chez nous sur le sujet de l'entreprise à mission. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que nous, on l'a créé, enfin moi, je l'ai cofondé, mais c'était d'abord avant tout une vision du dirigeant. Voilà, parce que moi j'ai d'autres entreprises qui n'ont pas le statut d'entreprise à mission, mais quand j'ai créé cette startup, parce qu'on est en mode startup pour le moment, c'était avant tout une vision, une volonté et une mission. C'était naturel, on va dire. C'est pas quelque chose et c'est vrai que la loi Pacte est tombée au bon moment. Donc voilà. Alors on n'a pas encore l'organisation comme vous l'avez montré, des RH, DAF, etc. Parce qu'on est en levée de fonds. Mais ça va venir. Mais ce qui est clair, c'est que c'est important pour l'employabilité des salariés. Aujourd'hui, on sent que les enfants, j'allais dire, parce qu'on a beaucoup d'apprentis et de jeunes qui ont besoin, parce que je trouve que c'est plus eux qui ont besoin de sens. En tout cas, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail a vraiment besoin de sens et donc ça matche bien. Voilà, et puis on a rendez-vous tout à l'heure à 11h avec Anatolie Virieux de la communauté, je pense que vous la connaissez, non? Oui, voilà. Communauté des entreprises à mission. Exactement, parce qu'une fois qu'on a créé l'entreprise, et donc c'est notre objectif, c'est qu'on voudrait rejoindre cette communauté parce qu'on a aussi envie d'échanger avec des gens qui ont partagé tout ça, parce que ça n'est, comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose qu'on crée au départ et qu'on met de côté, c'est quelque chose qui est toujours présent et qu'on a envie de faire évoluer, avancer.
Vous voyez, déjà, nous, on a déjà envie de retoucher à notre mission, de pouvoir l'affiner parce que ça évolue. C'est pas quelque chose, c'est mouvant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a envie d'être entouré et de participer à cet élan. Merci beaucoup. Alors, quand vous voulez la faire vivre, effectivement, puis la remodeler, c'est-à-dire que votre conviction de départ, est-ce qu'elle reste la même, puis après vous ajustez, ou alors est-ce que vous voyez complètement la mission? Non, non, elle reste la même. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, je trouve qu'on est parti plutôt au sens large, mais je voudrais vraiment pouvoir l'affiner. Mais elle reste la même. Elle reste pérenniser le système de santé en France et rendre acteurs les Français de leur santé. Ça, c'est vraiment notre mission, notre objectif. D'accord. Donc, l'image de dire, bah, c'est un peu comme mes valeurs, hein, je peux mûrir, je peux vieillir, mais je peux travailler pour des entreprises différentes. Parce que vous êtes dans l'assurance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi en sortant du berceau ou c'est arrivé selon vos compétences, vos talents? Et finalement, Alors, que vous fassiez d'assurance ou autre chose, vos valeurs restent les mêmes. je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité en permanence, hein. Dès que je fais quelque chose, d'ailleurs, mes amis se marrent parce que dès que je fais de la moto, il me faut l'airbag. Dès que je fais voilà, il faut toujours que je sois toujours en Ouais. sécurité. Ça m'a un peu poursuivi l'assurance. Donc, ouais, c'est quelque chose oui, que j'incarne et je suis une passionnée, même si, bon, parfois les gens ne comprennent pas toujours que je puisse être une passionnée d'assurance, mais si, ça existe. Oui, parce que vous, l'assurance, ça ne veut pas dire contrat d'assurance. Au départ, ça veut dire sécurité. Ouais, Hein. exactement. Tout à fait. Oui, comme le slogan d'une banque à une époque, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Hein. Vous voyez, finalement, Exactement. la finalité pour vous, c'est d'apporter de la sécurité. Et, bah, vous savez faire de l'assurance, ça tombe bien, donc je peux vous aider en faisant de l'assurance. Mais la finalité, c'est vraiment d'être en sécurité. La sécurité, alors surtout, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais surtout sur le gain de santé, ce qu'on peut faire, c'est que vous savez, en quelques mots, les mutuelles en France sont devenues obligatoires depuis 2007. OK, une fois qu'on a dit ça, c'est que chaque année, on est censé présenter le rapport Sinistra-Prime qui montre ce que les salariés ont consommé et ce que l'entreprise a payé en matière de cotisation. Il faut que ce ratio soit à l'équilibre. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que les gens, ils considèrent qu'ils payent une mutuelle, donc ils consomment. Et le truc, c'est qu'on ne va pas pouvoir sortir de cette spirale infernale parce qu'il y a des abus, on le voit bien, le gouvernement a mis en place plusieurs réformes, dont la dernière, le 100% santé, et on met en place des réseaux pour essayer d'encadrer tout ça. Et le truc, c'est qu'on veut vraiment responsabiliser. Et je pense qu'entreprise à mission, on peut agir là-dessus. Voilà, c'est vraiment responsabiliser les gens, c'est faire à la fois faire en sorte que les gens prennent soin de leur santé et qu'on embarque aussi ceux qui ne se soignent pas, parce qu'il y en a aussi beaucoup. D'accord. Donc finalement, c'est intéressant parce qu'au lieu de vendre de l'assurance qui est que bah, tous, on va regarder combien j'ai payé, combien je reçois, hein, on n'achète plus maintenant, d'après ce que vous dites, on ne va pas pour Perdu Guillaume. en bourse. Ouais, on n'entend plus. On y va pour acheter autre chose. Est-ce que vous On m'entendez à aura eu nouveau la aussi? conclusion. On aura eu la conclusion. Peut-être que si Nathalie ou Frédéric voulaient dire un mot. Est-ce que je suis Oui, revenu ou je ne suis pas encore revenu? T'es revenu. Ok, voilà, bah, je laisse la parole à Nathalie. oui, merci. Désolée parce que j'ai vraiment pas une bonne liaison, mais je voulais remettre la vidéo. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante et qui montre bien l'importance de l'alignement entre ce qu'on déclare, ce qu'on affiche et la manière dont on le communique. Moi, je suis juste en complément de tout ce que vous nous avez dit. Bon, moi, mon métier, c'est beaucoup plus le travail sur la transformation en profondeur des organisations. Hein. Ça fait quelques années que je fais ça. Et ce qui me frappe beaucoup sur ce thème de la raison d'être, c'est qu'il y a un vrai enjeu de cette transformation authentique et en profondeur dont vous parliez tout à l'heure. Et c'était intéressant de voir cette image que vous présentez où on met toutes les directions autour de la table, que ce soit les directions opérationnelles ou les directions fonctionnelles. Et dans le travail que je suis amenée à faire, on s'aperçoit que la déclinaison
opérationnel et quelque part très en détail de tout ce qu'implique cette définition de la raison d'être ou cet affichage de la raison d'être pour chacune de ces directions et à l'intérieur de ces directions pour chacune des équipes concernées est un enjeu absolument essentiel pour la suite. C'est-à-dire que si on ne veut pas rester à un niveau très en surface de ces déclarations de raison d'être, et si on veut vraiment qu'on la fasse vivre et qu'elle s'incarne, il faut ce travail de tous les instants du leadership à tous les étages de l'organisation pour que ce sens qu'on donne, on le donne non seulement aux déclarations, mais on le donne dans les modes opératoires et dans la manière d'être et dans la manière de manager dans les organisations. Voilà, donc moi, le travail que je fais avec Pierre, avec qui j'ai coécrit cet article, cette tribune que j'ai partagée avec vous dans le chat, c'est vraiment décortiquer et rentrer dans les rouages les plus infimes de ces organisations pour être sûr qu'on a un réel ancrage et un ancrage authentique. Mais ça veut dire des transformations en continu et ça veut dire aussi que dans toutes ces entreprises qu'on accompagne, dans lesquelles il y a un certain turnover, il faut être capable, au moment de l'intégration des nouveaux entrants, de s'assurer qu'on va bien embarquer tous les collaborateurs, y compris les nouveaux, dans ce sens qu'on a voulu donner dans cette raison d'être. Voilà, donc c'est juste ce complément que je voulais apporter. Merci beaucoup Nathalie, parce que votre article est ultra intéressant, parce que vous dites, c'est une approche que j'aime bien, privé, public, économie solidaire, vous les mettez dans l'unité. Et c'est vrai que la loi Pacte était dans l'esprit non pas de détruire les modèles existants, mais de se tourner tous vers un nouveau modèle qui est l'économie responsable. Et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on pourrait dire le secteur public n'est pas bon, le secteur privé, ce n'est pas la panacée. Non, tout est bien et va contribuer à ce nouveau modèle d'économie responsable. Donc, j'ai hâte de lire plus en détail votre article. Puis quand je regarde les gros titres, ça correspond parfaitement à cette logique de la loi Pacte. Hein. Ouais. Et alors, Frédéric, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était, pouvoir nous en dire un peu plus, c'était cette notion de condition d'appartenance quand on avait échangé ensemble. C'est-à-dire que pour une entreprise qui est en développement, on va accueillir du personnel. Alors, si j'ai une entreprise qui a 200 personnes ou 50 personnes, je dois diffuser, la co-créer. Mais pour une start-up comme la tienne, comme la vôtre, hein, eh ben, on va accueillir au bout d'un moment du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la construit maintenant? Pourquoi pas? Puis se dire que ça va être une condition d'appartenance. Est-ce que j'avais bien compris? Tout à fait. Alors, je considère, et je pense que Stéphanie aussi, nous considérons l'entreprise comme un organisme vivant et qui évolue nécessairement déjà. Étant des êtres humains, on a besoin de sens dans nos vies et c'est pas facile, ça peut être la recherche de toute une vie, de trouver un sens. Mais avec une entreprise, c'est quand même plus simple. Quelque part, on a la possibilité de définir ce sens dès le départ. Et pas d'essayer de le trouver dans une quête philosophique de toute une vie. On a défini un certain nombre on va dire, de principes de base, de raisons d'être à notre entreprise, issus de nos expériences, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Hein. On a tiré parti des deux expériences, hein, aussi bien donc des expériences heureuses où tous les moments où on s'est senti bien dans notre expérience professionnelle, on a essayé d'en tirer les conclusions qui s'imposent, à savoir quelles étaient les conditions qui nous ont permis d'avoir ce bien-être.
Et d'un autre côté, quand on se sentait mal, qu'on avait des petits chefs haillons, des gens qui ne prenaient pas leurs responsabilités, qui déléguaient à tort et à travers leurs responsabilités, qui faisaient la politique du parapluie, etc. Donc, c'est toutes ces conditions-là, toutes ces choses-là qu'on a vécues qui ont conditionné la création de notre entreprise. Donc aujourd'hui, on est dans un état d'esprit donc de start-up, hein, puisque même si on a 3 ans et demi aujourd'hui, bientôt 4 ans en septembre, nous ne sommes toujours que 2. On envisage de croître prochainement. On a plusieurs axes, hein, techniciens ou commerciaux. Mais malgré tout, on a insufflé un état d'esprit dans notre entreprise qui est lié à sa raison d'être. Et on veut que les personnes qui intègrent l'entreprise fassent vivre cette raison d'être et qu'elles retranscrivent cette raison d'être chez nos clients. C'est très important parce que aujourd'hui, cette raison d'être, c'est notre image de marque. On travaille dans l'informatique, on ne fait pas de la technique pour faire de la technique, on fait de la technique pour rendre service à nos clients, pour replacer leur travail au centre de leurs préoccupations, pour replacer l'être humain aussi dans son rôle et dans ses capacités. L'outil informatique, ça doit rester un outil et ça ne doit pas être un système contraignant, un système qui est rébarbatif, mais ça doit être un outil qui convient aux utilisateurs. Du coup, on a cette proximité avec nos clients, proximité à la fois physique, puisqu'on est proche géographiquement de nos clients, mais on essaye d'avoir cette proximité mentale pour comprendre comment eux, ils fonctionnent et adapter les outils informatiques à leur mode de fonctionnement et leur montrer les possibilités qu'il y a aujourd'hui en termes technologiques qui leur permettraient de leur simplifier la vie. Voilà. Donc, cette proximité, cette humanité qu'on veut transmettre dans notre entreprise, elle est importante. C'est même, je dirais, fondamental et elle doit être transcrite par les employés que l'on va intégrer. Alors, ça peut se faire sous différentes formes. Soit la personne est déjà complètement développée à ce niveau-là, soit la personne a besoin de comprendre et d'apprendre. Dans ce cas-là, on accompagnera cette personne-là. On est tous différents et on ne part pas tous avec les mêmes expériences, les mêmes capacités dans différents domaines. Et du coup, il faut aussi savoir, en tant que manager, s'adapter et accompagner nos employés pour qu'on arrive à atteindre l'objectif. Mais évidemment, ça passe par un état d'esprit de base, une cohésion par rapport à l'esprit d'entreprise. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce partage. Merci. Clarence, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Non, je suis très heureux d'avoir eu cette conversation avec vous. On avait dit 1 heure, on est pile poil à 9h30. C'est magnifique, tout le monde a pu s'exprimer. Donc, je propose de laisser chacun reprendre ses activités de la journée, à part si quelqu'un avait une conclusion à faire par rapport à tout ça. Et dans tous les cas, nous restons... vous remercier pour ce moment de partage. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Et on vous souhaite une superbe journée. On reste à votre disposition pour aller plus loin si vous voulez échanger par mail, par téléphone. Voilà. Okay. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Bravo pour vos convictions. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.